Si on a pensé inviter Isabelle Delannoy, qui se présentera, qui est agronome, qui a travaillé avec Yann Arthus Bertrand sur le film Home, et qui surtout a écrit le livre sur l'économie symbiotique qui est sorti l'année dernière, qui est un grand succès de librairie. Donc je vous encourage tous à l'acheter, évidemment, et à le lire. Si on a pensé inviter Isabelle Delannoy, c'est qu'on a trouvé que ses travaux étaient intéressants et assez convergents, finalement, avec ce qu'on pouvait faire à la Fabrique écologique, où on a la conviction que la transition écologique, c'est aussi évidemment une transformation de modèle et qui est souvent assez mal posée dans le débat public français, puisqu'on est encore trop souvent au débat, je dirais, capitalisme contre anticapitalisme, sans d'ailleurs que l'anticapitalisme, ou dans sa version soft, le nouveau modèle de développement soit très précisé et soit explicité de manière formalisée, en tout cas suffisamment. Donc on a la conviction, plusieurs d'entre nous en tout cas ont la conviction, y compris dans les travaux que nous faisons, que ce débat est un peu un débat du passé et qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où en effet de nombreuses nouvelles formes économiques se développent. Que ce soit l'économie de la fonctionnalité, de la proximité, l'économie circulaire, etc., etc. De nouvelles formes économiques se développent et que ces formes économiques, que nous on appelle nouvelle économie écologique, représentent une forme, moi ce que j'aime bien comme terme, et que j'essaye d'ailleurs de suggérer à quelqu'un de nos décideurs, une forme de post-capitalisme, c'est-à-dire un dépassement du capitalisme tel qu'il existe aujourd'hui, dès lors que ça suppose en particulier une vision de long terme, la prise en compte de l'ensemble des effets externes, etc., etc. Isabelle Delannoy a travaillé beaucoup sur ces sujets et est allée encore plus loin que nous, puisqu'elle a défini un concept qui est l'économie symbiotique, et qu'elle va nous présenter évidemment, et qui montre qu'au-delà même de ces nouvelles formes ont elles-mêmes une originalité en tant que telles, elle a des points communs qu'elle va nous expliquer et qui pense sur le plan à la fois théorique et pratique, apporte beaucoup de choses sur le débat en cours. Voilà, donc c'est vraiment un intérêt de fond qui nous a conduit à vous inviter, donc merci de votre invitation. Et comme d'habitude, je vous passe la parole pour le temps qu'il vous faudra. Ensuite, je vous rappelle, je poserai la question qui fâche, comme d'habitude. Ensuite, la parole sera donnée à vous tous pour questions et remarques. Et puis, en conclusion, à 10h-5, nous vous demanderons de formuler, comme nous le faisons depuis le début de ces petits déjeuners, 3 vœux. Un vœu au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens pour la réussite de la transition écologique. Voilà, merci encore et je vous passe la parole. Alors c'est moi qui vous remercie vraiment de cette invitation. Bonjour, merci d'être venu si tôt pour parler d'économie symbiotique. Et je vais mettre mon chrono quand même parce que sinon je ne vais pas me contrôler. Alors, hop, voilà. Et en fait, ça fait 25 ans environ, oui, ça fait même 28 ans que je suis dans l'écologie aujourd'hui. Et donc, je suis ingénieure agronome qui s'était spécialisée dans les sols. Pour donner un peu quand même, je crois, la compréhension de notre époque, j'avais choisi mon école parce que c'était la dernière à faire le sol. Ce qui est quand même fou pour un métier comme agronome de ne plus étudier les sols, ce qui montre combien notre économie, dans son esprit, est complètement hors sol. Et ça m'a amené, en fait, j'ai eu un parcours assez... j'étais d'abord le lobby pour les agriculteurs biologiques sur la négociation de la réglementation européenne. Donc j'étais porte-parole. Ça a été très intéressant parce que j'ai compris, je crois que j'ai compris à ce moment-là comment se faisait finalement le pouvoir économique qui est largement maintenant sur les luttes réglementaires et comment ça se passait concrètement. Ensuite, j'ai été prof, j'ai en effet travaillé beaucoup avec Yann Arthus Bertrand
Et je me suis occupée de ses livres, ses émissions. Et puis après, j'ai écrit le film Home, mais en même temps, je bloguais. Et ça m'a mise dans l'écosystème de gens qui pensent autrement finalement et qui ne le savaient pas à l'époque, je crois, et qui sentaient qu'on était tout un écosystème de gens qui maintenant fait pas mal de choses. Emmanuel Delannoy, Anne-Sophie Novelle, qui a vraiment amené l'économie collaborative en France d'un point de vue intellectuel, qui a fait Place to Be par exemple à la COP 21. Des gens comme ça. Et puis, après avoir écrit le film Home, ça faisait quand même des années et des années que je communiquais sur l'état des lieux. Il y avait un constat très clair, si on écoutait les scientifiques que j'avais interrogés en fait, pour écrire ce film. Ce film, il avait une diffusion mondiale. Il était conçu comme un film outil. Et pour pouvoir descendre dans la rue, dans le débat public en fait. Et il a été pris par les associations, les universités, l'ONU, les parlements. Et il a été vu par 800 millions de personnes maintenant. Et on disait, en écoutant vraiment bien, quand on arrivait à faire lâcher les scientifiques de leurs réserves, les climatologues, les océanologues, eh bien, on n'avait pas plus de 10 ans en fait pour changer vraiment notre vision de comment produire, comment satisfaire nos besoins pour avoir une émission maximale des gaz à effet de serre entre 2015 et 2025. Et donc, en fait, on s'est donné 2020. Et on a annoncé, donc Home est sorti, ça fait longtemps maintenant, en 2009, et on a annoncé, on n'a pas plus de 10 ans en fait, pour vraiment changer notre vision du monde et éviter de basculer dans une terre inconnue. Et malheureusement, la suite nous a donné raison. On a des alertes répétées. Je regardais les Échos ce matin, on parle encore du climat, pas assez même vigoureusement. Libération, les tribunes, etc. Et on a vraiment que deux ans maintenant pour vraiment changer massivement de modèle économique ou investir. Comment on va produire différemment? Comment on va pas seulement diminuer les impacts, parce que là où on en est aujourd'hui, seulement diminuer les impacts, c'est vouloir freiner un TGV avec sa semelle, quoi. C'est terminé. Ça ne suffira pas. C'est indispensable, mais ça ne suffira pas. Donc comment il faut réussir aussi à régénérer les écosystèmes vivants? Et donc, forte de ce constat il y a 10 ans, c'était quand même comment faire en si peu de temps. Je me suis vraiment attachée à étudier ce qu'on appelle maladroitement les solutions, donc la nouvelle économie écologique. Et là, je me suis rendu compte que des nouvelles logiques économiques et productives qui permettaient, ou parce qu'elles produisaient, de régénérer les écosystèmes vivants, ou de diminuer vraiment structurellement les impacts, il y en avait plein. Des exemples, il y en avait partout, dans le monde entier, dans les pays pauvres comme riches, chauds comme froids, dans des régions urbaines comme rurales, et que ça avait foisonné. Et qu'on avait une unité en fait, de temps aussi qui était assez étonnante, qui était environ depuis les années 60-70. Et en plus, et ça c'était la vraie découverte, qu'on avait des fonctionnements communs, que sous la diversité des langages, eh bien, elles fonctionnaient de la même façon, on pouvait dégager un motif. Et je me suis... moi, je voulais communiquer, puis j'avais appris à communiquer sur de l'image, donc j'avais peu de mots. Et donc, je cherchais... vous savez, quand vous vulgarisez, en fait, vous êtes obligé de conceptualiser, sinon vous faites de la soupe. Si vous avez peu de mots pour vulgariser. Et donc moi, je cherchais à trouver ces mots simples. Ça, c'est un peu loupé, par contre. Mais ces mots simples, surtout ces principes directeurs qui pouvaient nous dire, en fait, on a en effet des solutions, une économie, des formes économiques et productives qui peuvent sortir des choses. Donc, j'ai trouvé 6 principes. Et puis, ces 6 principes, je me suis rendu compte qu'elles caractérisaient aussi l'économie de l'Internet, l'économie coopérative, l'économie collaborative, ou j'aime bien plutôt parler d'économie du pair à pair, l'économie des communs, la gouvernance des communs. Et finalement,
si on faisait tout le tour, on avait absolument toutes les activités qui étaient concernées, de la production à l'usage ou la consommation, jusqu'à la gouvernance et la redistribution de la valeur. Les monnaies complémentaires aussi sont concernées. Et qu'en fait, dans tous les domaines, et qu'on avait une économie complète qui était apparue de façon complètement non concertée, dans le même timing, ces 50 ans, qui viennent aussi avec une révolution de la pensée scientifique. La pensée systémique, c'est aussi 50 ans. Même une évolution des classes sociales, ce qu'on appelle les créatifs culturels, les LOAS en marketing, c'est aussi 50 ans. Et alors, ne me demandez pas pourquoi, on a cette unité de temps depuis les années 60-70 où vraiment on a développé un nouveau paradigme. Et donc, c'est une découverte, hein, comme vous l'avez compris. Et donc, j'ai systématisé, j'ai vérifié qu'avec ces 6 principes, on avait vraiment les conditions nécessaires et suffisantes à la production de ces externalités, c'est-à-dire qu'on pouvait délimiter les fausses bonnes idées des vraies bonnes idées, qu'on allait avoir les plus-values qu'on recherchait, les externalités ou positives écologiques, c'est-à-dire la régénération des équilibres, de ce qui est socle aux équilibres planétaires, ou la diminution des externalités négatives écologiques, c'est-à-dire la diminution des impacts. Les énergies renouvelables, par exemple, c'est la diminution des externalités négatives. Elles ont quand même des impacts. Par contre, lorsque vous faites de la permaculture, de l'agroécologie, lorsque vous faites du génie écologique dans les villes, vous avez la production d'écosystèmes vivants de haute qualité qui ont non seulement régénèrent les fonctions socles à l'origine des équilibres planétaires, mais en plus ont plein d'aménités sociales. Les études se sont multipliées sur l'impact sur la santé individuelle, mais la santé sociale aussi. Ça diminue la violence, ça favorise le lien social, et même économique. Ça favorise le retour au petit commerce, ou au commerce en tout cas qui dispose de ces environnements-là. Et donc ça a un effet énorme, systémique, synergique. Et en plus, non seulement on avait ces principes de fonctionnement commun, mais on voyait bien ça produisait 3 grands écosystèmes. Des écosystèmes vivants, ou parce que l'homme a des besoins, parce qu'il produit, donc il régénère les écosystèmes vivants. Des écosystèmes sociaux, où là c'est du partage d'informations, c'est du partage d'investissements, c'est du partage de valeurs. Et les écosystèmes techniques, infrastructurels, les machines, c'est l'économie circulaire, c'est l'économie de fonctionnalité. Et la plus efficace, c'est quand vous mettez le producteur, le fabricant et l'usager dans un même circuit de flux. Et là, vous fermez quasi la boucle de réutilisation de la matière, c'est l'économie de fonctionnalité, et vous basculez à des facteurs d'efficience facilement de 10. Donc ça, ce sont ces écosystèmes techniques. Et quand tout ça se met ensemble, en fait, vous avez encore des effets, vous avez des relations systématiques. Et ça rentre en synergie. C'est ce qui fait que vous avez des facteurs de 10 qui peuvent se multiplier à des facteurs de 5, des facteurs de 15 parfois. Et vous basculez complètement dans une nouvelle économie. Lorsque, à la place des égouts dans les villes, bon, avec Paris c'est difficile parce que c'est un gruyère, hein, le sous-sol, mais vous mettez des jardins de pluie. Non seulement vous atténuez les îlots de chaleur, si vous les scénarisez, vous les paysagez, vous créez une biodiversité en ville qui sécurise les habitants. Lorsque les habitants sont en contact avec ces écosystèmes, ils ont tendance, naturellement, à laisser aller leurs enfants à l'école à pied, notamment pour les filles, 2 à 3 fois plus. Ils ont tendance à aller à pied. Ça, c'est des études qu'on a faites au départ sur l'obésité. Et voilà ce qu'on a trouvé. Ils ont tendance, ils vont même, donc les commerces qui bénéficient de ce genre de paysage, eh bien, ils ont plus de fréquentation. Et les gens ont même tendance à payer plus cher dans ces commerces-là qu'ailleurs. Et on abandonne progressivement, lorsqu'on a des offres de transport en commun, lorsque l'urbanisme aussi est pensé multifonctionnel, donc commerce plus végétaux et habitat, eh bien on a tendance à abandonner la voiture, à aller plus facilement à pied, à vélo, etc. C'est ça, ces synergies.
C'est-à-dire que si vous faites une économie de fonctionnalité de voiture, et aujourd'hui on a des systèmes industriels qui permettent de produire pour moins cher que dans les pays de l'Est ou en Chine des voitures de façon modulaire, avec des composants interopérables qui se réassemblent constamment. Si vous avez fermé le cycle fabricant-usager comme ça par de l'autopartage, vous pouvez, même dans un pays comme la Suisse, être moins cher à la fabrication et à l'assemblage, alors que la Suisse est 2 fois plus cher à peu près la main-d'œuvre. Et en plus, assembler dans des hangars de 3000 mètres carrés, c'est-à-dire que ça tient dans une ville comme Paris. Voilà. On a la possibilité aujourd'hui, grâce à ces systèmes, de refaire des systèmes industriels dans nos villes, pour le numérique, pour l'électroménager, pour la voiture, pour n'importe quoi en fait. Et en plus, ça favorise quoi ? Ben, ça favorise le co-investissement citoyen. Parce que, comme vous êtes dans le même cycle fabricant-producteur-usager, eh bien, que c'est ça reste cher, hein, ça reste capitalistique, etc., mais c'est beaucoup moins capitalistique que les systèmes massifs. Eh bien, ça permet d'ouvrir l'investissement et aux collectivités, qui de toute façon ont besoin d'être dans le coup pour faire ces systèmes de partage, aux usagers et aux fabricants. Donc, on a vraiment une nouvelle façon de penser notre façon de faire économie. Et pourquoi c'est important ? C'est que de toute façon, ces systèmes étant 10 fois plus efficients, en moyenne, à peu près, dans ce qu'on trouve, parce qu'on a quand même assez peu de chiffres, c'est des chiffres fabricants, eh bien, ils vont disrupter toutes les industries classiques, et ça commence. Donc, de toute façon, que ce soit les collectivités, que ce soit les industries, elles ont intérêt à se former à cette nouvelle logique, à se demander comment elles peuvent finalement devenir leurs propres concurrents, parce qu'il y aura de toute façon quelqu'un qui arrivera et qui sera 10 fois plus efficient. Voilà. C'est pour moi le message principal, et c'est pour ça que c'est possible en fait. Et ce qui est le plus facile finalement, hein, et le plus urgent vu l'état climatique actuel, c'est déjà de changer notre façon de produire en agriculture, permaculture, agroécologie. Pourquoi ? Parce que de toute façon, quand il y aura des températures de plus 50 d'ici 5 à 10 ans, on a intérêt d'avoir installé des microclimats avec de l'agroforesterie, avec une complémentarité d'espèces. Et en plus, ces systèmes-là, ils retiennent mieux l'eau, ils redistribuent l'eau et ils vont vers l'autonomie. Pas tout de suite, hein, mais quand on augmente en technicité et en fabrication, en fait, l'écosystème, c'est ça qui est fabuleux, c'est que ça régénère des ressources croissantes. Plus vous produisez, plus finalement vous améliorez la matière organique dans les sols, vous améliorez la biodiversité autour qui va réguler l'écosystème. Donc en fait, non seulement elle est régénérative de ces facteurs de production, mais pour les systèmes biologiques et humains, elle crée plus de ressources à chaque cycle de production qu'elle n'en consomme. Pour les systèmes techniques, nous, on a toujours un peu de perte de matière, mais on a quand même une régénération très importante. Et donc c'est urgentissime de réinstaller comme ça de façon distribuée les fonctions socles à l'origine des équilibres planétaires. Ce qu'on oublie complètement, hein, le GIEC n'en parle pas. L'endroit le plus évolué aujourd'hui, le plus avancé, c'est la Californie, où on parle déjà de carbon farming, et on a des études menées de façon académique, ce qu'on a rarement sur cette économie-là ailleurs, et les résultats sont époustouflants. Et puis le génie écologique dans les villes, parce que nos villes vont devenir invivables. L'été par la chaleur, l'hiver par les inondations. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, on a eu des ponts de RER qui ont cassé, enfin bon, des trucs de dingue, quoi. Comment vous voulez prendre les transports en commun si les transports en commun ne peuvent plus marcher ? Voilà. Donc ça, c'est vraiment la grande urgence, et en plus, c'est ce qu'il y a de moins cher. Pour les villes, c'est 30 à 60% moins cher, ce genre de système. Les systèmes industriels, ils peuvent disrupter très vite, mais ça, globalement, sur l'impact global, ça va être plus long.
Ça, c'est vraiment la solution, la première à mettre en place. En plus, quand vous avez des écosystèmes variés devant vos fenêtres, imaginez des bureaux où vous avez même des écosystèmes permacoles, pourquoi pas, des forêts comestibles, etc. Ou des très beaux jardins de pluie. Vous avez des joncs, des iris, des nénuphars, des cascades, enfin bon, c'est des fontaines. Il n'y a plus laid. Eh bien, vous êtes 30% plus productif au travail. Parce que vous avez devant vous un effet, en fait, ce qu'on appelle l'attention non dirigée, un effet contemplatif, qui permet, en fait, qui régénère profondément le cerveau. Et qui permet donc d'être moins stressé, moins angoissé et de régénérer aussi nos facultés mentales. Merci. Ma première question, qui fâche, bien sûr, c'est ça la règle du jeu, va être la suivante. Tout ça est bel et bon, mais nous avons un système capitaliste mondial qui a deux grandes caractéristiques. Le prix le plus bas possible et le profit ou le bénéfice à court terme le plus vite possible. Est-ce que l'économie symbiotique est compatible avec ça? Est-ce qu'elle est complémentaire et est-ce que sa logique est de transformer aussi ça ou non? Alors le plus bas possible, c'est une économie rentable. En fait, quand elle a trouvé son marché, elle est très rentable. Elle n'est pas rentable en diminuant les coûts de production. Elle est rentable en supprimant les intermédiaires. C'est une économie de coopération directe ou avec au maximum un intermédiaire. En fait, si on reprend les principes, c'est une diversité de ressources, d'acteurs. Économie circulaire, ça repose sur une diversité. La permaculture, l'agroécologie, une diversité. Et où on a un tiers organisateur qui va faire en fait ce qu'on appelle aussi les économies de plateforme, qui va créer une plateforme et qui va non plus faire sa plus-value sur je multiplie mes transactions avec 100 clients que j'ai et j'essaye d'avoir le prix le plus élevé par client. Il va se dire, je vais faire une plateforme, je vais mettre en relation ces 100 clients et je vais faire en sorte qu'ils échangent entre eux et je vais prendre ma commission de tiers organisateur. Ma commission ou mon abonnement à un service ou des modèles économiques où ils vont créer par exemple de la donnée et puis les business models de la donnée qui posent des vrais problèmes qu'il faut poser la question qui fâche aussi en termes de démocratie, en termes d'hypercapitalisme d'ailleurs. Donc on va faire je reviens à mon truc, on va faire c'est des économies de plateforme, on va essayer de mettre en relation les gens. Et donc vous n'allez plus avoir 100 transactions, vous allez avoir l'ensemble des transactions possibles entre 100 acteurs, donc 100 puissance 2. Et peut-être qu'on a 2-3 transactions possibles différentes entre les acteurs. Ça fait combien? C'est exponentiel. On a à chaque fois comme c'est une nouvelle logique, on est dans des exponentiels. Et là, donc, le but n'est pas de tirer le maximum, c'est plutôt d'avoir une transaction assez faible, voire gratuite, mais de tirer le maximum de la plus-value générée, en fait. Et d'avoir surtout le maximum sur sa plateforme, d'attirer le maximum de gens. Donc, et on arrive à des modèles comme Google ou Facebook qui sont exactement ça, c'est des tiers organisateurs, ou les entreprises libérées. Entreprises libérées, elles transforment son management en plateforme où les gens interagissent directement. Et là, on peut avoir c'est extrêmement puissant parce que les interactions sont très nombreuses. Parce que chaque fois une fois que vous avez cette plateforme dans Google, Facebook, chaque fois que vous consommez en fait le service de la plateforme, vous produisez aussi une valeur pour Google et Facebook. On n'a pas cette idée-là dans l'économie traditionnelle. Et bien c'est exactement la même chose pour tout le reste. Pensez à la permaculture. Chaque fois que, je ne sais pas quoi, moi, une tomate produit ses tomates, eh bien elle va faire de l'ombrage, par exemple, pour une plante qui est en dessous.
Et la plante qui est en dessous, elle va faire de l'azote peut-être, ou éloigner tel parasite. Donc à chaque fois en fait qu'on consomme, on produit aussi. Et parce que les systèmes rentrent en résonance, on va dire, enfin, rentrent en complémentarité et font que vous venez sur cette plateforme parce que l'intérêt, c'est d'avoir du monde. Vous allez venir consommer quelque chose, mais pour consommer quelque chose, vous allez forcément donner quelque chose qui est utile à la plateforme. Donc, on a des modèles d'une productivité énorme. Le problème, c'est des communs, en fait. C'est des communs. C'est la forme la plus ancienne et la plus répandue même de production de l'humanité, que nous, on a oublié depuis le XVIIIe siècle notamment. Mais du XIIe au XVIIIe siècle, les communs ont disparu en Europe. Mais c'est très, très productif. Le problème, c'est qui possède ces communs, comment on redistribue la valeur. Et comme en plus c'est une économie de l'information, eh bien, qui possède nos données personnelles, nos données aussi d'organisation. Et on arrive à, en fait, des problèmes démocratiques, des problèmes même d'espionnage industriel, en fait, parce que lorsque vous avez du Google Doc sur lequel sont tous les petites entreprises les plus innovantes parce qu'elles n'ont pas de moyens, eh bien, elles fournissent toute leur innovation aux plus gros. Voilà. Donc ça pose des vrais problèmes de démocratie fondamentale, de droit, et aussi des vrais problèmes de concentration économique, de l'innovation et de la production. Alors, avant de vous passer la parole à toutes et tous, je prolonge cette question en vous posant la question supplémentaire qui est liée à la première. Il y a des économies de plateforme qui sont tout à fait anti-écologiques. Et donc, comment est-ce que, par rapport à la caractérisation de l'économie symbiotique, vous expliquez ça, et qui pourtant crée des écosystèmes de plateformes. Je ne donnerai pas d'exemple, enfin, tout le monde en a en tête. Donc comment est-ce que vous analysez ça ? Alors, par exemple, on a, pensons à l'économie numérique, qui est je pense, le pire de l'industrie du 19e et du 20e siècle réunis en termes d'impact social et d'impact écologique. Donc on a le problème du hardware, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir des économies d'échelle enfin des économies liées à ces modèles systémiques grâce à ces logiciels en fait qui permettent de mettre en relation les gens quand ça fait pas d'effet rebond. Par exemple, l'économie du partage, ça risque de vous faire des effets rebonds, énormément. Ou Airbnb, Airbnb, c'est devenu le plus grand hôtel du monde sans jamais laver un drap. Et ça ne produit pas d'impact écologique de construction, ça prend de la construction existante. Mais par contre, les voyages et les impacts sociaux à terme, au départ, les plus-values sociales peuvent être intéressantes, mais à terme... c'est tellement... ça change le marché de l'immobilier à Paris, quoi. Les étudiants ont un mal fou à se loger maintenant. C'est quand même fou. Donc, il nous faut une gouvernance de ces systèmes. Ils sont trop puissants. Continuons sur le numérique. Le numérique, le problème, c'est que le hardware, le matériel n'a pas fait sa révolution circulaire. Et lorsque, en plus, les énergies renouvelables... et le numérique sont basés sur les mêmes métaux rares, comment vous allez faire une économie de l'information avec des énergies décentralisées non carbone si on reste dans cette gabegie de ressources pour les deux ? Parce que ni le renouvelable, ni le numérique n'ont fait leur révolution circulaire sur les infrastructures. Alors que pourtant, justement grâce à l'information, les potentiels de mutualisation, de pair à pair, etc., sont gigantesques. C'est comme ça qu'est né Internet. Internet est né parce que les universités avaient besoin de puissance de calcul qu'elles ne pouvaient pas obtenir seules, ça coûtait trop cher, fin des années 60. Du coup, elles mettent en réseau leur puissance de calcul de façon décentralisée et le concept d'Internet naît. Aujourd'hui, Berkeley, pour réaliser ces modélisations climatiques et de protéines qui nécessitent une puissance de calcul gigantesque et même maintenant
parce qu'on n'est plus dans les années 60, un ordinateur, ça fait plus une pièce. Même maintenant, elles n'ont pas encore la capacité ça leur coûterait trop cher. Eh bien, elles ont fait un tout petit logiciel qui s'appelle Boinc, B-O-I-N-C, que n'importe quel internaute peut télécharger et mutualiser sa puissance de calcul, en allouer un tout petit peu pour que Berkeley puisse faire ses recherches. Eh bien, ça, il nous faut des serveurs, des data centers adaptés à la puissance énergétique capable sur un territoire. Il faut qu'on arrête de faire des data centers énormes comme on a aujourd'hui. Là encore, ça permet en fait de penser, à partir du moment où on pense local, on peut penser investissement, croisé, citoyens, collectivités et fabricants. Et coupler ça, on peut faire du serveur en pair à pair, on peut faire des ordinateurs en pair à pair, rien qu'avec le logiciel. Et avec ces petits logiciels de pair à pair, de mise en mutualisation des puissances de calcul. Et on peut même, et on a enfin des recherches académiques là-dessus, on peut même penser, on suit le vent et le soleil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez cette infrastructure, pensez donc comme Internet d'ailleurs à l'origine, arrêtez de centraliser, voilà, en pair à pair, eh bien vous pouvez suivre le vent et le soleil. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez moins de puissance d'énergie renouvelable à un endroit, eh bien vous basculez sur un data center qui lui en a davantage. Et vous réduisez énormément les problèmes de stockage de l'énergie. Donc cette intelligence, cette information, ce qui est fou, c'est que c'est l'industrie numérique qui l'utilise le moins. Merci. Alors, la parole est à vous, les uns et les autres. La première question est toujours la plus difficile, mais on va y arriver. Oui, Bernard Chevassus, président d'Humanité et Biodiversité. C'est pas pour coller à l'actualité, mais vous savez que la transition, elle est écologique et solidaire. Et que j'aime beaucoup rappeler ce deuxième volet de la solidarité. Parce que toute transition fait qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et on voit aujourd'hui que autant il faut continuer à dire qu'avoir une trajectoire carbone avec une augmentation continue du prix du carbone est une bonne chose, autant on voit bien que le débat qui se noue aujourd'hui autour du prix des carburants se noue autour du fait qu'il y a effectivement des inégalités nouvelles qui se créent à travers ça. Et donc je voudrais vous entendre un peu sur ce deuxième volet, parce qu'il ne faut pas être naïf. Toutes ces transitions, effectivement, font que les gens, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, d'éducation, seront plus ou moins bien placés pour réaliser cette transition. On sait par exemple, mais j'ai pas mal travaillé sur l'agroécologie, que les gens qui passent à l'agroécologie sont des gens qui, dans le milieu agricole, ont un âge, un niveau de formation, d'éducation et autres qui n'est pas la moyenne du monde agricole. Donc, bon. Et donc j'aimerais vous entendre un peu sur ce volet solidarité qui va être, à mon avis, un des points clés si on veut effectivement que cette transition écologique soit acceptée par tout le monde et même voulue par tout le monde. Alors moi, dans ma vie professionnelle, de quoi je vis, c'est le conseil aux organisations, aux territoires et aux entreprises. Et notamment avec aujourd'hui la vraie volonté de pouvoir former à ces nouvelles logiques pour pouvoir inventer de soi-même. Donc ça, c'est aussi une solidarité. C'est-à-dire qu'il faut diffuser l'information. Il faut former. L'agroécologie, il faut aller former les acteurs. Il faut d'abord les convaincre en voyant qu'ils voient les résultats, qu'ils comprennent aussi la menace, mais ça je crois qu'ils l'ont bien comprise, et puis de changer les paradigmes, de changer. J'intervenais à la foire de Chalon-sur-Saône justement, et qui est la deuxième foire agricole après le salon de Paris. Et on avait encore ces grosses machines ultra connectées avec... il faut savoir que Monsanto, qui investit énormément sur l'agriculture de la donnée, est déjà en problème avec les agriculteurs qui ont des problèmes de confidentialité de production, quoi, de mécanismes de production, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Montrer ce qui marche, montrer les risques et former ensemble, avec ses pairs.
Deuxième cas, en ce moment même, là je suis en train de terminer, c'est souvent les territoires les plus pauvres qui ne demandent en fait l'économie symbiotique. Ceux qui ont du chômage sur 4 ou 5 générations. Et là en ce moment on est en train d'accompagner un pays, des industrialisations massives depuis les années 70, c'est le Nord, le textile qui tombe, et agriculture qui fait 86% du territoire, 10% des emplois, et qui propose, où il n'y a plus un paysage, plus rien, quoi. C'est de la ferme betteravière à 200 hectares minimum, donc très peu, elle donne presque rien à son territoire en termes d'emploi. Et c'est des acteurs d'insertion qui se disent on va créer un pôle, on fait ça finalement depuis des années, on veut créer un pôle de coopération territoriale économique. Et ben c'est ça, c'est l'économie symbiotique, c'est une économie, les ressources viennent du territoire. Il faut aller mobiliser l'intelligence des gens, la culture et l'histoire profonde des gens. Si on arrive, le but là, c'est de convaincre les agriculteurs qui doivent de toute façon se diversifier. C'est vraiment une recommandation massive de la Chambre d'agriculture de peut-être faire du bois de haie. Et puis du coup refaire un peu des routes agréables et pour que la plateforme mobilité qui a été mise par les gens de l'insertion, eh bien les gens se sentent plus sécurisés, qu'on arrive à faire des voies vertes en fait, et que les gens prennent en effet ces scooters électriques, etc. Puis à côté il y a une grosse entreprise, il y a un gros fabricant de scooters électriques sur le pays. Ils vont essayer de voir avec eux des partenariats. Et tout ça pour créer en solidarité locale, parce que les ressources sont locales, des mécanismes qui permettent en fait de régénérer de l'emploi, de régénérer de la qualité territoriale. Et il ne faut pas croire que les acteurs ne sont pas sensibles à ça. D'abord, on est tous des êtres humains. Et moi je crois que c'est très important de comprendre le pouvoir qu'on a. Souvent les décideurs, quand je suis au COMEX, etc., eh bien, la première chose à faire finalement, les politiques, les élus, c'est de leur rappeler qu'ils ont plus de pouvoir d'agir que la plupart des citoyens. Et la plupart d'entre nous, on a oublié qu'on avait du pouvoir d'agir. On est pris dans les problèmes, etc. Et donc, il faut réussir à remobiliser le pouvoir d'agir. Alors ici, on est entre convaincus, mais dans les COMEX et tout, il faut le remobiliser. Parce que on est peut-être dans nos entreprises un peu désespérés souvent dans la journée, mais le soir et le week-end, on est avec nos enfants. Et il y a une dissonance cognitive énorme chez les dirigeants en ce moment de faire la journée des choses exactement contraires aux valeurs qu'ils donnent à leurs enfants et aux espoirs qu'ils ont pour leurs enfants le soir. Et remobiliser ça, c'est extrêmement important. Et il y a ça, et en plus ils vivent sur un territoire, ils ont envie qu'il soit attractif leur territoire. On n'a pas de démocratie participative si on n'a pas si on n'a pas une vie à laquelle qu'on vit vraiment en bas de chez soi. Qu'est-ce que vous allez vous mobiliser pour votre commerçant, etc. si en fait votre commerçant c'est le boucher de Carrefour qui est à 15 km. Il faut que vous faut recréer il faut absolument préserver cette vie qu'on a encore à certains endroits de diversité économique, de diversité de services en bas de chez soi pour permettre ces phénomènes de solidarité. Ça, c'est très, très important. Là, on arrive à avoir de la démocratie participative. Là, on arrive à mobiliser. C'est quand ces liens-là sont rompus que c'est très, très difficile. Alors là, par exemple, on a les bistrots de pays. Les bistrots de pays, je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, j'ai découvert parce que j'interviens la semaine prochaine. C'est génial. Ça a été une initiative individuelle au départ, et qui maintenant est un label, et où en fait c'est des bistrots qui s'engagent à faire de l'événement culturel, à accueillir des associations, à être des lieux de points de randonnée, de documentation touristique, de produire de la restauration, mais à base de nourriture locale, etc. Et ce qui fait que par mètre carré
de bistrots locaux, le nombre de filières du territoire qui sont concernées et qui sont où et le bistrot bénéficie de ça et lui-même bénéficie aux autres filières, c'est énorme, c'est énorme. Si on mesurait aujourd'hui, grâce à cette économie, le nombre de filières dépendantes, je vous dis par mètre carré, de ces lieux-là de croisement, de ces lieux plateformes en fait, de l'énergie consommée, si on la répartissait sur l'ensemble des activités concernées, le chiffre d'affaires généré, je pense qu'on serait très étonné. Alors, autre... Et la répartition de la valeur pour répondre. Autre question ou intervention? Donnez. Sophie Gallaret, déléguée RSE, GRDF. Vous avez évoqué les monnaies complémentaires. Moi, c'était quelque chose auquel je m'étais intéressée dans une précédente fonction, et en se demandant comment elles pouvaient être un activateur de la transition. On n'avait, à l'époque, pas trouvé forcément d'expérimentation très concluante. Donc, est-ce que vous avez un retour aujourd'hui sur ces monnaies complémentaires, de la même façon, peuvent avoir différents effets au service de la transition écologique et solidaire? Alors, c'est difficile les monnaies complémentaires parce qu'en effet, il y a quand même besoin d'un gros investissement et les porteurs s'épuisent souvent. Il faut une grande diversité. Il faut 2000 à peu près. Déjà, il faut 2000 acteurs à peu près pour faire le socle de résilience. Et puis ensuite, il faut une grande diversité d'activités. Moi, j'avais contribué fortement. J'avais co-créé un projet de monnaie complémentaire pour la région Île-de-France qui avait été soutenu par la région, qui a capoté. Hein. Alors là, pour le coup, pour des raisons plutôt humaines, qui s'appelait le Simba. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui était donc Symbiotic Barter, qui était une monnaie B2B. Et justement, où, si on vous fait de la croissance d'une économie, parce que la monnaie complémentaire vraiment permet de réactiver la croissance, hein, ça c'est la croissance des échanges, elle redonne une abondance monétaire quand l'euro est rare. Donc vous avez une monnaie de singe, mais qui préserve votre trésorerie. Et cette monnaie de singe entre vous, elle vaut beaucoup, en fait, elle vaut autant. Et elle vaut le lien social aussi que vous créez, les liens de confiance. Ça vous permet un tas de choses. Ça vous permet de commencer un marché, de connaître des clients, de sécuriser. Et puis lorsque vous avez une force comment dire. Lorsque vous avez par exemple des heures vides, des locaux vides, etc., vous les mettez dans votre monnaie complémentaire. Et ça va vous permettre ensuite, vous, d'avoir par exemple un site internet, d'avoir une salle de réunion, etc., quand un autre acteur sera dans cette même situation. Donc ça permet de créer une place de marché, des liens de confiance. Mais si c'est dans une économie extractrice, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est une économie de plateforme, là en fait vous créez une croissance d'une économie extractrice et pas régénératrice, donc c'est très embêtant. Donc en fait vous avez des moyens, enfin moi j'avais justement créé ce qu'on appelait une membrane qui permettait comme le système symbiotique, c'est un système logique, hein, c'est comme un algorithme qui permet par des oui-non de prédire le fait que tel type d'activité économique va plutôt générer des externalités positives, écologiques, économiques et sociales à telle condition. Donc ça fait vraiment comme un algorithme. Donc ça c'est important. Et puis après évidemment il y a des acteurs qui ne sont pas du tout dans la transition, mais qui sont super importants. La SNCF par exemple, elle a des problèmes humains terribles, elle décorrèle complètement son chiffre d'affaires de sa masse salariale. Mais qu'est-ce que vous voulez faire en Île-de-France? C'est important pour une monnaie symbiotique, par exemple, que la RATP ou la SNCF soit dans le barter. C'était des questions très concrètes. Donc là, vous avez des décisions, vous dites, c'est un acteur comme ça, c'est une décision de gouvernance. On accepte qu'il le soit, mais il faut qu'il soit conscient des problèmes qu'il pose, et des atouts et des problèmes. C'est ce genre de choses qu'on faisait. Là, je vous raconte mon expérience personnelle, enfin collective, mais auquel j'ai vraiment contribué. Et puis, vous pouvez imaginer aussi des formations, justement, c'est-à-dire que des engagements à ce que l'offre devienne de plus en plus éthique et écologique et qu'on permette le temps de la transition. Quand elle marche, que ce soit citoyenne,
au barteur. Alors, des barteurs qui marchent, il y en a beaucoup. Alors, le VIR vient de s'arrêter, mais il était aussi devenu très centralisé. Mais quand ça marche, c'est très puissant. C'est très, très puissant. Mais on a beaucoup de problèmes de gouvernance, d'investissement. Il faut qu'on ait des acteurs qui investissent dans ces domaines-là. Pour moi, en fait, on est prêt. Les 2 générations sont derrière nous pour le changement. En fait, elle a émergé partout, cette économie. On a besoin du déclic, du grand récit. C'est pour ça que c'est vrai que c'est embêtant que les grands médias n'aient pas encore compris cette logique. Et on a besoin de l'eau, quoi, de l'investissement pour la faire croître. On a besoin d'investissement aujourd'hui. Les subventions, etc., les marchés publics sont tellement complexes pour les petits acteurs que ils n'ont pas accès à ces marchés-là. Donc on a vraiment besoin de collectifs territoriaux, parce que c'est une économie qui part des territoires. Elle transforme une plateforme de marché mondial en des plateformes de marché local mais reliées. Et donc on a besoin de ces écosystèmes territoriaux entre gros et petits, et les collectivités et les citoyens. De toute façon, les gros ne savent pas innover, et les petits ne savent pas se développer. Donc on a besoin des deux. Je vous indique sur les monnaies complémentaires, nous avons publié, je parle sous le contrôle de Sarah, l'année dernière une note sur les monnaies complémentaires avec 2 ou 3 propositions très concrètes, avec la conviction assez forte à la fois du groupe de travail et de nombreux membres de la Fabrique écologique, que ça ne se développe pas. D'abord, c'est un outil qui peut être extrêmement utile et puissant, et qui doit, pour se développer, être vraiment considéré comme un outil de politique publique, et non pas simplement comme une initiative comme ça. Et c'est ça, nous semble-t-il, c'est un des éléments qui manquent dans le paysage. Et c'est vrai que pour développer l'économie de proximité et de fonctionnalité, ça peut être un outil très puissant à partir du moment où les pouvoirs publics le prennent en charge, et en tout cas dans la phase de décollage, et font ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Oui, alors, tout au fond là-bas, et puis ensuite devant. Et puis ici. Alors peut-être, oui, s'il y a beaucoup de questions. Oui, il y a beaucoup de questions, donc on va prendre peut-être 2-3 questions, si vous en êtes d'accord. 2-3 questions, remarques, hein, et puis oui. vous réagirez. Oui, bonjour. Anne Laborie, conseillère développement durable, transition écologique. Il existe de nombreux freins et obstacles à la mise en œuvre de l'économie symbiotique. Et je voulais savoir, d'après vous, quels seraient les leviers prioritaires sur lesquels il faudrait agir pour avancer dans la bonne direction. Alors peut-être une autre question, remarque ici, puis là-bas, et puis ensuite vous répondrez un peu globalement. Donc Hélène Borin-Gressier, je suis à Terre de Liens Île-de-France au CA. J'ai été frappée que vous portiez ce focus sur l'agriculture, puisque c'est, disons, notre angle d'attaque dans ce mouvement citoyen, puisque il y a une foncière, une fondation, etc. On achète des terres pour les donner en location à des agriculteurs en agriculture biologique. Donc c'est encore peanuts à l'échelle de la superficie agricole utile de la France, mais bon, c'est déjà un démonstrateur. Et ça fait participer les citoyens à faire un geste de plus pour leur alimentation saine et pour la biodiversité. J'étais donc frappée que vous parliez à ce point de l'agriculture comme un levier très important dans les années qui viennent. Et est-ce que vous pourriez développer sur ce sujet un peu plus, et notamment, il y a quelque chose qui m'interroge beaucoup, comment on peut faire en ville, quoi. Le lien ville-campagne et qu'est-ce qu'on peut faire en ville, parce que c'est vrai que nous, Terre de Liens, en Île-de-France, on se cogne un peu à ce sujet du lien ville-campagne, comment le faire vivre, au-delà de le proclamer. Voilà. Alors la mairie de Paris est particulièrement active, est très très active sur ce sujet. Voilà. À part ça, je voulais juste faire un focus aussi sur quelque chose de totalement différent. Hein, je saute du coq à l'âne. C'est l'importance au niveau européen, notamment, du travail de la DG Concurrence pour essayer
d'obliger les grands dominants, hein, les animaux prédateurs, à reverser et à être un peu moins omnipotents. Et je pense que le travail de Margrethe Vestager, et y compris c'est soutenu par notre gouvernement, pour faire payer Google ou d'autres, c'est très important. Et parce qu'en fait, une grande partie des inégalités au plan mondial viennent de cette captation de la valeur ajoutée par les multinationales et notamment, à ce stade, le numérique. Enfin, Amazon, sauf erreur, c'est la moitié le chiffre d'affaires d'Amazon, c'est la moitié du PIB de la France. Donc, c'est des choses. Voilà, ne pas oublier les enjeux un peu plus macro, européens. Hein, voilà, voilà, je m'arrête parce que là, il y a un vrai gros sujet. Merci. Mais différent, c'est deux choses. Oui, vous voulez que réponde déjà à ces deux premières questions? Vous préférez... Non, vas-y. Oui, pour compléter, Jean-Pierre Corsia, je suis conseiller municipal à Paris 11e arrondissement, je m'occupe de l'économie sociale, solidaire et circulaire. Moi, je suis très intéressé par la façon dont on construit, dont on met en place des écosystèmes, parce que je crois que pour un territoire, et Paris 11e, c'est un territoire, hein, c'est 155 000 habitants, c'est l'équivalent de Dijon ou Grenoble. Les mairies d'arrondissement ont très peu de pouvoir, mais on a le pouvoir d'agir, effectivement. Et donc, moi, dans mon arrondissement, c'est un peu un laboratoire où il y a énormément d'initiatives citoyennes, des entrepreneurs sociaux, des acteurs très dynamiques. Et moi, j'en suis à un stade où on a accompagné de manière un peu individuelle ces initiatives, on leur a attribué des locaux, on les a aidés par des subventions, etc. Je suis dans un niveau aujourd'hui de me dire, maintenant, il faut passer à l'écosystème. Et donc, je vais réunir tous ces acteurs locaux et je vais essayer, et là j'ai besoin de modèles, j'ai besoin de méthodes, je vais essayer pas de leur imposer l'écosystème, mais de le co-construire. Parce que c'est comment on va pouvoir révéler les potentialités de chacun pour que ça devienne des complémentarités et que ça s'inscrive dans un territoire. Et quand je dis écosystème, je n'oublie pas, et la solidarité en fait partie, je n'oublie pas les acteurs locaux et notamment les acteurs sociaux qui doivent faire partie de cet écosystème. On ne peut pas simplement prendre la start-up très dynamique du territoire. Il faut aussi qu'elle parle aux acteurs locaux et qu'il y ait des résonances. Et je pense que ça va demander du temps parce que chaque acteur a son propre rythme. Peut-être qu'avec la méthodologie, on va plus vite, mais c'est à eux de co-construire. Moi, ma modeste rôle, c'est de les mettre dans un bocal et de dire, maintenant, on va apprendre à se connaître, chacun va révéler ses potentialités et on va voir comment on va faire écosystème, mais dans l'intérêt du territoire. Voilà. Même si un arrondissement, c'est un territoire et on peut faire beaucoup de choses. Alors, on a des acteurs comme les ressourceries. On a maintenant accompagné, on va inaugurer un supermarché coopératif autogéré. On a les monnaies locales où on a fait partie, on a été l'arrondissement qui a lancé les monnaies locales depuis 2 ans, enfin la promotion, pas la monnaie locale, parce qu'on a besoin de l'appui de la ville, mais la ville vient de donner des subventions pour les associations dans le 11e et d'autres arrondissements qui travaillent sur les monnaies locales. Bon, voilà, il y a des embryons d'écosystèmes qui se mettent en place, et je crois que c'est le bon moment de travailler là-dessus, parce que les élus passent, il faut que l'écosystème puisse continuer. Merci. Alors, dernière question pour ce deuxième jeu de questions. Bonjour, Mathieu, citoyen, caissier à la FNAC. Et du coup, ma question, c'était la suivante, je l'ai notée, parce que... Comment expliquez-vous que l'économie symbiotique, autant profitable pour l'aspect sociétal, économique et écologique, ne séduise pas encore nos gouvernements, malgré les grands gains économiques, et malgré l'urgence et la nécessité d'agir maintenant pour le climat? Celle-là, c'est la plus facile. En fait, j'avoue que je n'ai pas envoyé. Normalement, un livre comme ça, on l'envoie au président de la République, etc. Moi, je ne l'ai pas fait. Parce que voilà, il y a des acteurs à qui je ne l'ai pas envoyé parce qu'on a eu un tel dévoiement de l'économie collaborative, de l'économie positive, etc., sans respecter les acteurs qui l'avaient sorti. Et que, à ce niveau-là, j'ai un peu protégé l'économie symbiotique. Voilà, il y a certains acteurs à qui j'ai vraiment pas envoyé.
parce que moi je suis une toute petite, ça a été une recherche autonome. Et voilà. Donc maintenant, donc je dis pas que ce soit ça, hein, parce que c'est pas parce que vous envoyez des livres qu'on les lit. Mais je crois vraiment au local. Je crois vraiment au local, en fait. Par le jeu des pouvoirs dans les multinationales, etc., et le jeu de la concentration des points de décision réglementaires, Sénat, OMC, Commission européenne, eh bien, en fait, le national n'a presque plus de pouvoir. Voilà, donc je crois vraiment au local. C'est là, dans les régions, dans les départements, dans les pays, dans les communes, qu'il y a du pouvoir d'agir. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une diplomatie de ces villes et de ces territoires locaux qui réseautent depuis déjà 20 ans au niveau mondial. Et elles ont le pouvoir de se faire entendre maintenant, je crois. Il y a eu un très grand sommet à San Francisco en septembre, dont personne n'a parlé parce que justement c'était pas national. C'était le premier sommet justement des territoires, des entreprises du niveau local sur le climat. Voilà. Alors, donc je pense qu'en effet nos gouvernements non plus. Mais l'expérience Hulot l'a montré. Je crois que soit on se dit Hulot était vraiment nul. Enfin, Hulot, avec le pouvoir d'agir qu'il a, quand même le pouvoir de mobilisation qu'il a, le niveau national, et je pense un niveau où aujourd'hui on est immobilisé. Voilà, ça c'est mon point de vue. Les grosses, les très grosses entreprises, c'est pas les très grosses entreprises qui ont le plus bougé aujourd'hui. Et on a un vrai problème, c'est ça notre problème ça rebondit sur le frein au développement. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'on a un vrai problème les subventions publiques, elles sont adaptées au gros, à ceux qui ont les moyens de faire des dossiers. On devrait avoir la première mutualisation, ce serait peut-être de faire justement des services pour pouvoir remplir des dossiers d'appel à projet, appel à manifestation d'intérêt et de subvention, parce que même l'ADEME, je faisais partie de la commission Nouvelle Économie de Corinne Lepage pour Ségolène Royal. Le directeur de l'ADEME nous l'a dit, en fait, nous, un dossier en dessous d'1 million d'euros, c'est un dossier qui nous coûte plus de temps. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on n'a pas l'ingénierie pour faire ça. On a un vrai problème aussi en France, c'est que on demande beaucoup aux dossiers et ensuite on évalue très peu par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Il faudrait faire exactement l'inverse. Parce que les petits pourraient évaluer. C'est pas difficile d'évaluer en fait. Par contre, de passer la porte et de faire les dossiers qu'il faut, ça on a beaucoup de mal. Donc ça, c'est un des vrais freins au développement. Le frein au développement, c'est aussi le fait la décision personnelle fait peur. C'est-à-dire on a régulièrement, moi je suis régulièrement confrontée à des gens qui sont convaincus, qui ont envie de faire bouger, mais qui ne vont, pour des questions de risque, que ce soit des élus, ou que ce soit des administratifs de communautés d'agglo, ou que ce soit dans des grandes entreprises. Je parle de grandes entreprises là parce que c'est elles en général qui ont les moyens de se payer du conseil stratégique. Les PME ne le font pas. Eh bien, elles se disent, si elles ont tellement peur de se faire taper sur les doigts qu'on va prendre des gros, qui sont dans les anciennes logiques, c'est-à-dire même certains. En général, ils ont quand même pas tellement bien vu la nouvelle économie, surtout pas ces synergies. Donc les Deloitte, les Ernst & Young, les McKinsey, et qui en fait, mais au moins même si ça marche pas, ils vont pas se faire taper sur les doigts. Ils ont pris les meilleurs. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Il faut absolument avoir le courage d'innover. Et le problème pour avoir le courage d'innover, c'est qu'il faudrait qu'on ait des indicateurs. Mais la nouvelle économie ayant passé au-dessus du radar du monde académique, alors moi maintenant je travaille avec le monde académique, mais là aussi on a besoin d'investisseurs pour aller chercher ces indicateurs. On n'a pas les indicateurs de régénération, on n'a pas les indicateurs d'impact positif, on n'a que des indicateurs de diminution d'impact, de faire moins mal, quoi. Alors que cette nouvelle économie,
elle crée de l'impact positif. On n'a pas du tout l'idée que on n'est plus, enfin que, vous savez, on dit toujours, il faut quand même bien choisir entre se nourrir et puis les petites fleurs et les petits oiseaux, quoi. Et ben non, là, vous n'avez pas à faire ce choix, au contraire. Et c'est parce que vous faites votre omelette que vous régénérez vos œufs. C'est un truc, on voit pas ça. Donc voilà, on a ce problème en plus d'indicateurs. Moi sincèrement, ça c'est les domaines. Pour lever les freins, nous par exemple, concrètement, hein, mon agence, ces freins d'innovation, le fait qu'on investisse dans des écosystèmes. Alors ça veut dire quoi, faire de l'économie symbiotique? Bon, d'abord on va faire un écosystème, parce qu'en fait c'est ça. Donc c'est galère pour investir. Non, nous on investit beaucoup en fait. Et en fait moi je crois aujourd'hui à la formation. Et il faut qu'on se forme ensemble, des acteurs différents, à ces nouvelles logiques économiques, à comprendre comment elles fonctionnent, à la pratiquer, c'est-à-dire être en écosystème et comprendre déjà ce que ça veut dire qu'être en écosystème. C'est quoi mes marges de manœuvre finalement quand je suis en écosystème? C'est quoi être l'acteur c'est quoi mes risques? C'est quoi donc le vivre? Donc créer ces collectifs, mais comme il y a ici en fait, de diversité d'acteurs, soit dans une même filière, soit sur un territoire, pour se former ensemble. Et à ces nouvelles logiques, et prendre des cas concrets lors de cette formation pour se dire, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, et installer ça dans le temps. Ce qui permet de... En fait, c'est un peu une sorte d'AMAP du consulting stratégique. Vous voyez, vous faites votre abonnement, nous, on a notre trésorerie, et l'écosystème et on crée de l'écosystème. Voilà. Et on produit ça ensemble, parce que il faut arrêter le conseil où on se dit j'ai tout compris de votre truc et puis je vais vous raconter la baguette magique. C'est faux, c'est les acteurs qui connaissent leur système. Mais par contre, tant qu'ils n'ont pas, le plus dur c'est le changement de regard. Donc tant qu'ils ne l'ont pas compris mais vécu, parce que c'est un tel changement de logique qu'il faut le vivre pour vraiment le comprendre, eh bien c'est très difficile, on ne peut pas être autonome sur ça. Ensuite, l'agriculture. Oui, alors Paris, ce qui est intéressant, par exemple, c'est la politique de l'eau. C'est ça qui a été le plus fort de Paris sur l'agriculture. Alors oui, c'est les toits, ça c'est important parce que ça fait du lien social. Mais c'est pas forcément l'agriculture de meilleure qualité, hein, parce que vous devez toujours ramener quand même du nutriment organique sur l'agriculture sur toit. Ça peut être même très consommateur de ressources, l'agriculture sur toit. Mais par contre, ça, c'est une bonne transition parce qu'on a du mal, enfin, les agricultures ultra technologiques sur toit, ça plaît bien au départ. Après, il faut faire évoluer. Mais c'est donc en reprenant la régie de Haute-Paris, aujourd'hui, en protégeant donc les zones de captage de l'eau de Paris, hein, c'est notamment l'eau de la Seine et l'eau de la Marne, hein, Paris, eh bien, elle a multiplié par 7 la surface en agriculture biologique sur ces endroits. Et là encore, en quelques années, vous avez un facteur, pouf, x7. Et donc, comme l'agriculture biologique, on est à des taux de biodiversité en général de 30% supérieurs, eh bien, par rapport à une agriculture classique, et bien moins qu'en permaculture, parce que la permaculture est biologique, mais l'agriculture biologique n'est pas du tout forcément permacole, au contraire même. Comme elle a moins de pesticides, elle met quand même beaucoup plus de biodiversité. Et puis, elle installe quand même quelques écosystèmes. Mais voilà, on a tout de suite on a tout de suite des insectes qui reviennent, un retour d'une certaine biodiversité dans les sols, et puis voilà. Donc la politique de l'eau, c'est la première infrastructure en fait. Et pour par exemple, je parlais de mon territoire là, créer ce pôle territorial de coopération économique, c'est justement aussi avec des associations comme Terre de Liens.
on a des enfants d'agriculteurs, souvent c'est des filles d'ailleurs, qui héritent de parfois 200, 300 hectares de gros céréaliers qui n'ont pas du tout envie de cette agriculture-là. Et elles se demandent comment réinstaller justement une vraie agriculture dans leur pays et faire de la permaculture, de la production locale, etc. Et en permaculture, donc, je parle beaucoup de permaculture parce que c'est la permaculture au équivalent, c'est la forme qui correspond au système logique de l'économie symbiotique, pas forcément l'agriculture biologique. Parce que l'agriculture biologique, en fait, faut savoir qu'on laboure pour pas avoir à désherber. Enfin, c'est le désherbage, le labour. Hein. Même originellement, le labour, c'est le désherbage. Et donc en fait, elle tue les écosystèmes des sols. Voilà, oui. Cette pratique-là, oui, bien sûr, mais cette pratique-là, intrinsèquement le fait. Ce que ne fait pas l'agriculture de conservation, même si elle va mettre du glyphosate à fond. Ça, il faut le savoir aussi, l'agroécologie met du glyphosate à fond. Mais néanmoins, si vous voulez, dans la progression, on peut arriver à du biologique ultra productif et ultra biodiversité. On a les exemples qu'on n'a pas en agriculture biologique, on a un palier en agriculture biologique. Voilà, c'est ça que je veux dire. Enfin bon, ça c'est très technique. Mais je suis agronome, hein, donc évidemment, dès que vous me lancez sur l'agronomie. Et donc l'idée c'est ça, c'est de voir, par exemple, ils sont en Hauts-de-France, de voir avec les associations Terre de Liens Hauts-de-France qui avaient la maîtrise de ça, l'expérience de ça, de voir avec les agriculteurs locaux, et c'est ce que les habitants demandent. Les habitants demandent de la nourriture locale, du produit du terroir. La nourriture est le premier lien. La plupart des choses se développent par la nourriture. Vous avez des villes comme Seattle, par exemple, qui créent une forêt comestible de 6 hectares. Voilà. Mais c'est évident que vous allez aller en forêt si c'est pour cueillir des abricots. C'est évident. Voilà. Merci. Alors, dernier jeu de questions, là-bas. Bonjour, merci. Je suis Lénaïque Lepoul de France Volontaire. Je suis responsable programme Transition écologique. J'ai parcouru votre livre qui est passionnant. Je pense qu'on se retrouve vraiment dans ces éléments et dans ces constats et dans la volonté d'agir. Moi, je me posais une question. Vous parlez beaucoup du local et en effet, il y a beaucoup d'actions à mener localement, redonner du pouvoir aux citoyens, aux collectivités, etc. Quid de l'international, des échanges de pratiques. Nous, on travaille notamment avec des milieux oasiens. Qui sont des écosystèmes qui fonctionnent très bien. Aujourd'hui, ils font face à une fuite en fait de la population vers d'autres centres urbains beaucoup plus attractifs. Donc, on travaille beaucoup sur la mobilisation des jeunes, notamment, et sur comment, à travers les jeunes, on peut redynamiser certaines zones, mais aussi échanger les pratiques. Donc ici, on accueille des volontaires étrangers pour 1 an ou 2 ans. Il y a des jeunes Français aussi qui ont l'occasion de partir pendant 2 ans en association. Mais nous, pour l'instant, ça reste une micro-activité, en fait. Ça n'a pas un impact très fort. Et du coup, je me demandais, voilà, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que l'international et les échanges aient aussi leur place dans ce schéma-là. Merci. Alors, est-ce qu'il y a Non, il n'y a pas de frustration de questions ou d'interventions. Oui, une dernière. Oui, c'est pour prolonger ce que vous disiez sur la question de la solidarité internationale. Il y a eu un papier, je crois que c'était dans Le Monde récemment, qui disait que la notion de territoire, il ne fallait pas la prendre de manière totalement géographique et que combiner effectivement des questions de commerce équitable et solidaire qui peut se faire même à longue distance et avoir une vision sociale du territoire, c'est-à-dire des gens qui ont envie effectivement de former territoire et de ne pas faire du localisme au sens franchouillard du terme. Est-ce que vous avez aussi effectivement des visions dans ce domaine ? Alors, cette notion de territoire, c'est très très important. C'est que, en fait, pour rendre compte de ces logiques,
Les acteurs, ces écosystèmes se forment sur un territoire commun. Alors un territoire commun de flux, de ressources, mais un territoire, et c'est le plus important, d'intérêt et de valeur, d'imaginaire partagé. Les valeurs sont au centre de ça. Donc en effet, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme de territoire, parce qu'il nous renvoie à une culture commune. Dans un territoire, on comprend les mêmes blagues, en fait. Et les acteurs étrangers ne les comprennent pas. Et quelque part, c'est ce qui nous fait aussi ça nous donne confiance. Et c'est important de comprendre cette identité-là. Ça ne veut pas dire forcément fermeture, mais c'est une constante dans la création de ces écosystèmes. Et en France, notamment en France, on a tendance à refuser ça, alors que oui, il y a une identité territoriale. Et du coup, d'ailleurs, on laisse la porte ouverte au Front National, qui est le seul à l'assumer, et à l'assumer d'une façon fermée et xénophobe, et enfin voilà. Donc je pense qu'assumer cette identité territoriale, c'est important. Alors on appelle ça marketing territorial, ça passe mieux, mais en fait c'est la même chose. Et donc voilà, donc ces territoires d'intérêt, de valeur et de flux. Mais je pense à Homo sapiens, à Sapiens, le livre qui a eu tant de succès. Il parle de ça, le mythe. Le mythe, c'est ça, c'est le mythe commun qui nous agite tous. On est une espèce qui aime raconter des histoires, se raconter des histoires, comme dit Cyril. Et c'est ça qui nous porte. Sur les échanges de savoir, alors voilà. Alors s'il y a un truc qui s'exporte énormément dans cette nouvelle économie, c'est le savoir. Tout ce qui est en fait peu dense en énergie, peu dense en matière, mais très riche en informations, s'exporte énormément. Donc vous allez avoir, ça va être la route des épices aussi, le café, le thé, l'huile d'argan par exemple, au détriment des écosystèmes locaux aussi. Donc il faut faire très très attention. Quand vous avez une concentration mondiale sur un écosystème local, c'est très très embêtant. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut rechercher les propriétés, le même genre de propriétés ailleurs. Lorsque l'huile d'argan est très proche de l'huile de noisette, par exemple. Je ne sais pas, peut-être que l'argan et des écosystèmes d'oasis de l'arganeraie du Maroc auraient intérêt à faire quelque chose avec les savoir-faire des toutes petites entreprises locales en France sur la noisette. Ça, c'est très intéressant. Parce qu'il faut arrêter cette pression mondiale sur ce genre d'écosystème. Donc c'est toujours aussi là des communautés d'intérêt, justement. Et où finalement on a un point commun qui sont ces huiles très très précieuses et un intérêt à finalement coopérer pour la ressource à long terme, mais c'est pas ça qui va vous faire votre chiffre d'affaires par contre, mais pour justement coopérer sur du court terme, sur des trucs très concrets, etc., pour que la montée de l'un monte l'autre. Et cette diversité-là, même si vous n'êtes pas d'accord, etc., l'important c'est de voir ce qui fait valeur commune, intérêt commun, et d'assumer les différences, mais en même temps de s'interrelier quand même, et d'échanger les savoirs, et d'échanger la reconnaissance aussi, la mutualisation, parce que ça c'est ce dont on manque le plus. Donc voilà, donc c'est vraiment... on voit vraiment ce gradient, que moi j'aimerais bien d'ailleurs, que j'ai pas encore prouvé parce qu'il me faudrait des études statistiques, mais on voit ce gradient de densité en information, et d'autres chercheurs tombent là-dessus aussi. Donc les céréales, c'est assez dense en information par rapport à la matière contenue. Enfin, je veux dire, il y a peu d'air, peu d'eau, etc. Donc on va tendance à pouvoir les exporter assez loin, mais c'est quand même pas super... il y a quand même pas une plus-value énorme par rapport, je vous dis, à du café, du thé, du cacao, etc. Donc, vous allez avoir l'autonomie sur les besoins essentiels, beaucoup. Ces territoires vont vers l'autonomie sur les besoins essentiels et ils vont exporter ce qui est dense en information. Donc, les savoirs, y compris sur leur autonomie en besoins essentiels. Ils vont attirer du tourisme d'affaires pour qu'on comprenne, de la formation, de l'exemple, etc. Et puis, exporter des produits à très haute valeur ajoutée. Mais ça peut être aussi des composants électroniques.
qui vont être fabriqués à un endroit, puis ensuite en économie de fonctionnalité, qui vont circuler dans ce que je racontais sur la voiture, l'électroménager, etc., sur une ville ou un territoire. Mais ça paraît utopique, ce que je raconte, mais c'est déjà le cas. Hein. Arduino, par exemple, qui est le fabricant des composants pour les Fab Labs en open source, ils sont open source, c'est les leaders mondiaux. Et en fait, les Fab Labs donc, ont la recette pour faire leurs composants, mais ils n'ont évidemment aucun intérêt à le faire. C'est trop compliqué, c'est trop long, etc. Par contre, s'ils n'ont pas le composant qui les intéresse, ils vont faire quoi? Ils vont fabriquer celui qui les intéresse. Et comme il va être mis en open source, s'il est vraiment intéressant qu'il y ait une demande, Arduino va le fabriquer au niveau mondial dans ces 3 usines dans le monde. Donc c'est vraiment ces dynamiques-là, en fait. C'est assez... c'est d'autres dynamiques. Merci. Donc il reste à vous demander vos 3 vœux. Alors, pour le secrétaire général de l'ONU, j'ai un fonctionnaire de l'ONU là, qui vient de demander 4 mois sabbatiques pour montrer que l'économie symbiotique répond aux ODD. Et le comment des ODD, des objectifs... je sais plus, ODD, du développement durable, tout simplement. Et donc, qu'il lise son rapport, ça, ce serait chouette. Voilà, ça fera plaisir à tout le monde. Et pour le président de la République, alors je sais pas, les astronautes disent que lorsque on voit la Terre d'en haut, on a l'overview effect et que tous les présidents devraient y aller. Donc, je lui propose d'y aller. Donc, je rigole pas d'ailleurs. Sincèrement, je pense que Emmanuel Macron, qui veut tellement se démarquer, être un président, il rentrerait dans l'histoire s'il faisait ça. Ou il rentre pas du tout, ou il rentre dans l'histoire. Et je sais plus les 3e. Aux citoyens. Je pense que les citoyens, c'est vraiment le citoyen politique, le citoyen. C'est bon, il faut se réancrer dans ces territoires d'entreprise, d'habitat, ou d'élus, etc. Et voir ce que l'on peut faire à son niveau, dans sa sphère d'influence. Alors une femme, je dis une femme parce que c'est souvent elles qui sont au foyer, mais une femme au foyer va agir sur son quartier, sur ses achats, sur ses enfants. Et ensuite, on a tous des cercles concentriques, on va dire. Et il faut vraiment... Quand j'écris Home, on me demandait, mais pourquoi vous... qu'est-ce qu'on peut faire et moi je disais, mais en fait Home c'est un gros machin qui est comme une bombe sur un pont. On n'est pas sûr qu'elle tombe sur le bon pont et puis de toute façon elle va faire un trou, mais elle va pas en fait cette bombe-là, elle est faite pour vous mettre en résonance, parce que vous avez beaucoup plus de pouvoir d'agir, en fait, une vibration. Nous, on a une vibration longue, mais très peu énergétique. Vous avez une vibration courte et très énergétique, on va dire. Et ce qui fait tomber un pont, c'est des gens qui marchent au pas et qui rentrent en résonance. Et je crois beaucoup, beaucoup à ça. Ce témoignage, cette mise en résonance de nos actions et le fait de se dire qu'on croit à la même chose et qu'on veut la même chose. Je crois beaucoup plus à ça qu'aux grosses actions.